On va démarrer. Je vous remercie à tous d'être ici aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Clémence Laguette, je suis à compte exécutif pour Aguaro. Aguaro, on est un éditeur de logiciels qui permet d'avoir une empreinte globale des systèmes d'information, mais on propose aussi une empreinte projet par projet. Notamment aujourd'hui, un des sujets du moment, c'est d'avoir l'empreinte par projet d'IA. Donc ça, on est capable de vous fournir cette empreinte-là et donc de vraiment donner le moyen d'action au chef de projet d'agir. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Hervé Guirado, qui travaille chez Schneider. Hervé, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire aussi les objectifs sur lesquels tu travailles, s'il te plaît? Bien sûr, donc bonjour à tous, ravi d'être là. Donc, je m'occupe de ce qu'on appelle la dette technique chez Schneider Electric. Alors, on a une définition dont je vais parler de la dette technique, mais mon job, c'est d'assurer la simplification de ce qu'on appelle de tout notre landscape applicatif. Et donc, derrière la simplification, il y a aussi la réduction de la dette technique et puis la convergence des applications vers un nombre d'applications beaucoup plus réduit. Alors Schneider Electric, juste parce que je travaille pour Schneider Electric. Pour ceux qui connaissent pas Schneider Electric, donc c'est une société qui est spécialisée dans les technologies de l'énergie et qui intervient dans les secteurs comme les data centers, l'industrie, les bâtiments, voilà. Et avec le double business qui est premièrement de l'efficacité énergétique, donc l'énergie management, comment optimiser l'énergie management dans tous ces secteurs-là, et un deuxième axe qui est l'automatisation industrielle dans les industries pour être plus performant on va dire dans toute la chaîne industrielle. Et tout ça avec un triple objectif qui est d'être résilient, d'être plus performant et d'être beaucoup plus durable, sustainable. Et alors aujourd'hui, tu peux nous expliquer un peu les difficultés que tu rencontres pour être plus résilient et plus durable justement? Oui, alors comment on a déclenché tout ça chez Schneider Electric? Donc il y a 5-6 ans, parce que Schneider Electric est une boîte qui a fait beaucoup d'acquisitions, de merge et d'acquisitions dans le temps, énormément de sociétés, donc Et donc évidemment, quand on fait beaucoup d'acquisitions, on récupère aussi toute la dette technique des autres sociétés et on doit les intégrer dans nos processus et dans nos organisations. Donc on avait une problématique, on avait plus de 70% de notre parc applicatif qui était considéré comme en tech debt. Donc il fallait vraiment avoir une approche très agressive pour réduire, simplifier et enlever les risques qui sont associés, quoi. Donc on a créé une initiative Tech Debt, un programme pour vraiment avoir une approche très très agressive sur ces sujets. Et donc, c'est quoi les indicateurs que vous suivez sur la Tech Debt et surtout les résultats que vous avez déjà obtenus? Oui, alors, en fait, on a juste pour terminer ce que j'étais en train de dire, là, on a fait ça en 3 phases. La première phase, c'était de se concentrer sur les applications à risque. Donc, on élimine à l'échelle les applications à risque. La deuxième phase, c'était d'identifier là où on avait des recouvrements d'applications, donc pour réduire le nombre d'applications en standardisant au niveau des corps. C'est-à-dire que sur les business capabilities, on a des applications, on considère celles qui doivent rester, sur lesquelles on doit investir stratégiquement sur le long terme, et après toutes les autres, on les consolide dans ces applications corps. Donc on réduit significativement le nombre d'applications. Et la troisième phase, qui est la phase dans laquelle on se trouve, là on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la consolidation vers les applications corps, on va au niveau process, ça veut dire qu'on déploie des transformations digitales qui, elles, vont standardiser les process. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que la dette technique, c'est avant tout une business debt, ça veut dire c'est d'abord une dette business et bien sûr une dette de sustainability ou durable. C'est pas seulement de la technologie. Et c'est ça qui fait aussi partie des challenges pour convaincre les gens d'y aller. Alors les métriques qu'on utilise, eh bien sûr on mesure le nombre d'applications qu'on va réduire dans le temps avec des objectifs très agressifs. On mesure le ROI, en fait la réduction du total cost of ownership qu'on a sur l'ensemble de notre parc applicatif. Et ensuite, on va mesurer aussi des aspects qui sont liés à la prévention. Parce que là, on parle beaucoup de la réduction, mais il ne faut pas oublier la prévention. Ça veut dire comment on s'assure qu'on ne continue pas à fragmenter le parc applicatif et qu'on n'ajoute pas de la nouvelle tech debt et qu'on n'ajoute pas des applications qui pourraient être, on va dire, gérées parce qu'on a défini comme étant nos applications stratégiques. Donc prévention et réduction, voilà. Donc on a des métriques qui mesurent ces deux aspects-là. Avec un bel objectif qui avait déjà réduit de 50% le paysage applicatif. Voilà, donc on parle de milliers d'applications chez Schneider. Voilà, plusieurs milliers d'applications donc depuis le début de l'initiative et avec un retour sur investissement parce que bon chaque 2 ans en fait on a un programme avec on met en place on va dire des funding pour
pour accélérer les projets de transformation. Et on a en moyenne un ROI de 3 ans sur la base de ces programmes et l'exécution de ces initiatives. Depuis 3 ans, voilà. Depuis 6 ans, pardon, parce qu'il y a eu 3 initiatives de 2 ans. Et alors, donc là, si je t'écoute, tu me dis, donc tes objectifs, c'est de la performance et de la réduction des coûts. Et donc là, si juste en adressant la dette technique, tu peux atteindre ces objectifs-là, ou il y a un autre sujet à prendre en compte, que vous avez pris en compte chez Schneider? Alors après, on vient vraiment à la relation est très intime entre la dette technique et puis le développement le développement durable, la sustainability ou la durabilité, je connais. Du coup, on s'est rendu compte que, et c'est un peu l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous convaincre que, en fait, d'adresser à l'échelle la dette technique dans une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est un levier énorme pour réduire l'empreinte environnementale de l'IT, d'une manière générale. Et si on ne considère pas cet aspect-là, eh ben on va pouvoir faire des progrès, on va dire un peu partout, mais on aura du mal vraiment de faire des progrès ou une réduction massive de l'empreinte environnementale. Donc du coup, on s'aperçoit que ces deux, oui, c'est bon. Ouais. Voilà, on s'aperçoit que les deux sujets de dette technologique et de transformation numérique, sustainability, sont intimement liés et s'auto-alimentent, je dirais, de manière vertueuse. C'est-à-dire que, effectivement, quand on réduit la dette technologique, on réduit l'empreinte environnementale et on permet d'accélérer les transformations digitales. Et quand on accélère les transformations digitales et qu'on a une approche, on va dire green sur la gestion du parc applicatif, eh bien, on réduit aussi la dette technique. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente et qui maximise l'impact qu'on peut avoir à la fois sur les sujets de simplification et d'empreinte environnementale. Bon, c'est super clair, et merci pour tout ça. Moi, j'ai quand même une question, parce que là, on va parler, vous avez outillé cette démarche, alors que justement, tu es en train de nous expliquer que la dette technique, faut réduire le parc applicatif. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'outiller justement, notamment la démarche Green IT? Alors, tout à fait. De toute façon, à partir du moment où on veut s'attaquer vraiment à comprendre où sont nos hotspots, enfin, là où vraiment on a un impact environnemental fort, et ben, il faut commencer par mesurer. On a l'habitude de dire que on n'est pas capable d'améliorer ce qu'on ne mesure pas. Je dirais plutôt que tout ce qu'on mesure a tendance à permettre l'amélioration de ce qu'on fait. Voilà, donc c'est positif de mesurer, et pour mesurer, il faut des outils, des process, de la gouvernance et puis des data qui font partie des principaux challenges dont on va parler, je pense, un peu plus tard. Oui, effectivement, une de mes questions, donc vous avez décidé d'outiller pour avoir cette vision-là, pour engager, pour avoir un outil, mais au démarrage, c'est quoi les défis auxquels vous avez fait face quand vous avez décidé d'outiller chez Schneider? Alors, les défis en général sont, pour moi, il y a 4 grandes dimensions sur les défis qu'on a quand on lance ces démarches-là, qui sont communes d'ailleurs à la réduction de la dette technique et à la réduction de l'empreinte environnementale. La première, c'est la complexité, parce que la complexité, c'est à la fois l'ennemi de l'empreinte environnementale et l'ennemi, on va dire, de la performance des process et puis de l'agilité business, etc. Deuxièmement, c'est la gouvernance. Ça veut dire il faut qu'on arrive à fédérer, parce que bon, nous on est dans un groupe assez complexe, qui est dans 170 géographies, 160 000 personnes. Donc adresser cette complexité et cette variété, ça fait partie des challenges. Donc avoir une bonne gouvernance qui permet d'aligner en fait les entités avec une approche un peu top-down et très fortement sponsorisée par le COMEX et puis le board du groupe, ce qui était le cas. Troisième dimension qui est énorme, c'est la partie data, évidemment, parce que d'abord, faut trouver les données. Après, les données, on n'a pas une couverture suffisante. Après, il faut s'assurer que les données il y a un niveau de confiance par rapport aux données. Et il y a toute une partie des données, comme vous le savez très bien, qui ne sont pas aujourd'hui accessibles vraiment avec un bon niveau on va dire, de précision, notamment celle des cloud providers, des SaaS, des third-party SaaS providers, etc. Donc et ça pèse 70% de l'empreinte carbone de nos systèmes IT. Alors donc, on a la main sur 30%, et même sur les 30%, pour collecter les données, pour s'assurer de la data quality et qu'il y a une bonne gouvernance derrière, c'est un challenge. Et la quatrième dimension, pour moi, c'est l'éducation, l'awareness, etc. Parce qu'il faut embarquer les gens, et il faut avoir pour ça vraiment passer du temps sur les convaincre et leur amener une vision. Par exemple, je donne juste un exemple, c'est la même chose tech debt et puis environnement, encore une fois sur ce plan-là. Puis on veut convaincre le business d'y aller. Effectivement, c'est pas, si on voit que les aspects environnementaux, ça va pas le faire. Il faut convaincre que ce qui est bon pour l'environnement, c'est bon aussi pour le business. Ou ce qui est bon, on va dire, pour la tech debt, c'est très bon aussi pour le business. Et que, à contrario, si on néglige ces deux aspects-là,
eh ben, on va avoir un impact sur le business et on peut avoir des risques très forts associés à cette négligence-là. Mais il faut amener cette vision business des choses pour pouvoir embarquer derrière. Super clair. Et donc, vous avez décidé d'avoir un partenaire pour vous aider justement sur cette vision et cette collecte, malgré tous les défis que tu avais. Et vous avez décidé de choisir Aguaro pour ça. Un grand merci. Est-ce que tu peux nous dire les critères qui ont fait que Aguaro est devenu le partenaire de choix pour vous accompagner sur ces deux aspects? Oui, alors déjà, nous, on utilise une plateforme qui s'appelle ServiceNow et qui est de manière extensive, ça veut dire sur toute la partie, à la fois parce que on a besoin d'avoir les données sur les applications, donc ce qu'on appelle l'application portfolio management, le catalogue des applications avec les datas. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle la CMDB, c'est-à-dire les informations sur l'infrastructure qui est connectée à ces applications. Et on a besoin d'avoir des informations sur les services qui tournent autour de ces applications, les tickets, la maintenance, etc. Et nous, on a une plateforme qui s'appelle ServiceNow et sur laquelle on a déployé tout ça. Et c'est on va dire la plateforme core. Donc à partir de là, on avait besoin d'un outil qui naturellement et nativement se plug sur ServiceNow de manière facile, directe, et qui n'embarque pas son propre data model. Parce que là, pour le coup, si on avait pris une solution complète avec la base de données et la partie front office, on aurait créé de la dette technique puisque on avait déjà le data model. Donc ici, on avait avec Aguaro, on a un système qui se plug très facilement sur ServiceNow et qui nous permet d'avoir cette intelligence entre guillemets au-dessus de ces données et de pouvoir sortir en fait de baseliner l'empreinte carbone de nos applications et de voir après comment improver ça. En plus, il y a un deuxième aspect qui est la partie droite là, qui est le SCI que j'imagine que vous connaissez, qui est le standard maintenant pour mesurer l'intensité carbone des softwares et des applications, qui est un standard depuis l'année dernière, ISO IEC, et qui a été incubé à la Green Software Foundation. Et là, effectivement, on a la capacité de respecter ce standard et de pouvoir comme ça se comparer ou de benchmarker les applications entre elles. Et le dernier élément, c'est effectivement le fait que chez Aguaro, le profil, on va dire des gens qui ont monté Aguaro quelque part. Il y a des gens de l'ADEME, il y a des gens de ServiceNow. Bon, il y avait un profil aussi. On savait qu'on avait affaire à des gens derrière qui avaient une connaissance passée, aboutie sur ces sujets, ces problématiques. Voilà. Donc, et après, c'était un moyen vraiment rapide d'avancer parce que là, la vitesse compte sur ces sujets-là. Voilà un peu les éléments principaux qui ont amené au choix d'Aguaro. Super clair. Et tu peux nous parler un peu de la stack technique que vous avez consolidée justement pour se projeter dans le temps, parce qu'on parle vraiment de pérennité là sur ces aspects-là. Oui, alors justement, c'est important. Enfin, désolé, il est un peu chargé, mais il est important parce que on a à la base, on a cette problématique sur les données dont j'ai parlé, la partie catalogue des applications, la partie CMDB, infrastructure. Après, bien sûr, le lien entre les deux, et puis toutes les données qui vont être complémentaires pour calculer correctement les empreintes carbone. Ça, c'est déjà un sujet sur lequel il faut avoir les données, il faut savoir comment les collecter, comment les agréger, etc. Deuxième niveau qui est la gouvernance, bien sûr, c'est bien d'avoir les données, mais si elles sont pas à jour ou elles sont pas mises à jour, on n'a pas une gouvernance forte pour garder, on va dire, une bonne dynamique sur ces données, puis de les améliorer, et dans le temps améliorer incrémentalement améliorer, ça va pas le faire. Et bien sûr, on a besoin d'outils et de plateformes, et pas 10 000 outils, 10 000 CMDB dans le groupe. On peut avoir on avait avant ServiceNow, on avait des CMDB un peu partout. Chaque business avait sa CMDB, etc. Donc c'était impossible d'avoir quelque chose de consolidé, etc. Pardon. Et du coup maintenant on a effectivement avec ServiceNow, et donc on a les bons outils, on essaie d'avoir les bons process et la bonne gouvernance associée à la gestion de ces données, et aussi d'enrichir les données et de travailler sur la data quality, sur la qualité des données, pour avoir quelque chose qui soit de plus en plus pertinent en termes d'information, d'insight. Super, merci beaucoup. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ce que concrètement Aguaro vous a apporté en termes de solutions Alors oui, j'en ai donc un petit peu parlé déjà, mais en fait, nous, ce qu'on cherchait à avoir déjà, c'est d'arriver à avoir un niveau granulaire de compréhension. Parce que depuis longtemps, on mesure l'empreinte carbone de notre IT de manière globale, donc on a une empreinte consolidée. Par contre, si l'empreinte carbone, elle évolue, et elle peut évoluer soit parce qu'on a augmenté notre scope de capacité, par exemple avec l'AI partout, etc. Donc ça peut être normal à un moment donné d'augmenter l'empreinte carbone à partir du moment où elle réduit l'impact carbone dans d'autres domaines.
Mais si on n'a pas un niveau granulaire à l'échelle des applications ou des workloads, etc., on ne sait pas prendre de décision. On ne sait pas si l'augmentation elle est bonne ou elle est mauvaise. Et on ne sait pas surtout où il faut appuyer pour régler le problème. Donc il fallait qu'on ait un outil qui nous permette d'avoir la vue granulaire, c'est le premier point, et que l'outil d'Aguaro a pu nous fournir. Ensuite, ce type d'outil aussi intéressant parce qu'il nous amène aussi toutes les bases de données derrière d'informations qui permettent de compléter les informations qu'on n'a pas, par exemple, d'avoir des évaluations sur des sujets qu'on n'a pas, et donc avoir accès non seulement à l'intelligence qui est derrière sur ServiceNow, mais aussi d'avoir accès à via l'outil, à toutes ces bases de données quelque part qui permettent d'estimer ou de calculer là où on n'a pas les données encore disponibles. C'était important. Ensuite, ce type d'outil permet, comme on dit ici, de responsabilité de mettre en mouvement. Parce que, en fait, tant qu'on parle de ça, mais qu'on ne montre pas quelque part des résultats, quand les gens ils sont pas capables de comprendre quelle est pratiquement leur empreinte carbone et là où ça va pas, etc. Tant qu'ils n'ont pas visualisé ça, ça marche pas. Donc le fait d'avoir cet outil nous permet maintenant, on a intégré ça dans notre dashboard et monitoring tech debt pour tous les business capability owners, les IT owners, etc. Tous ces gens qui travaillent sur la tech debt, ils ont maintenant comment dire, dans leur dashboard, ils ont aussi l'empreinte carbone calculée qui vient par API de l'outil Aguaro. Et puis voilà. Et puis on a une approche flexible parce que là on est typiquement dans l'incrémental. On améliore en marchant. Et voilà. Donc on démarre avec ce qu'on a. On travaille sur la qualité des données, sur l'enrichissement des données, et petit à petit on a quelque chose de plus en plus pertinent. On sait que c'est un long voyage, mais voilà. Voilà les solutions qui nous a permis d'avancer sur ces sujets avec cet outil-là. Mais c'est un beau départ lancé. Et donc, les premiers résultats obtenus, puisque ça fait quelques mois là qu'on travaille ensemble, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur là où vous en êtes et puis un peu les objectifs de Schneider, justement pour venir nourrir tes objectifs globaux de réduction des coûts et puis de réduction de l'empreinte environnementale? Oui, alors on a commencé il y a un peu plus d'un an, pardon, pour tester ce type d'outil. Après, on a fait un pilote. Et maintenant, notre objectif à fin d'année, c'est d'avoir la baseline, donc savoir l'empreinte carbone de toutes nos applications qu'on utilise en interne. C'est-à-dire que là, moi, je me focalise sur les applications qui supportent les process métiers qui font tourner l'entreprise. Donc tout ce parc applicatif, à partir du 1er janvier 2026, notre objectif, c'est d'avoir une baseline. On commence à ouvrir ça aux utilisateurs, aux audiences comme les IT owners, les business capability owners, etc., qui vont commencer à pouvoir visualiser et puis suivre leur empreinte carbone, et après commencer à appliquer des méthodes éco-design dans le life cycle des applications, qu'on va aussi communiquer et on va avoir des trainings, etc., pour commencer après à améliorer, parce que c'est bien de mesurer, mais à un moment donné, d'abord il faut enrichir la précision de la mesure, mais il faut aussi implémenter en parallèle dans les différents stages du life cycle du software des pratiques éco-design qui vont permettre vraiment, ou du GreenOps, FinOps, etc., qui vont permettre de avoir un impact réel, visible sur l'empreinte carbone. Super clair. Donc on est quand même au début du projet, de toute cette démarche d'accompagnement, avec de gros objectifs et de gros enjeux vu le parc applicatif de Schneider, mais en tout cas vous n'avez pas attendu que tout soit parfait pour avancer, et ça c'est déjà super. Si je retiens un peu les leçons apprises, donc déjà sur l'importance d'avoir ces deux approches communes, ce que tu viens de dire, c'est que il faut progresser étape par étape. Vous aviez pas toutes les données nickel, vous aviez comme tout le monde un manque de ressources parce que les personnes elles sont engagées sur d'autres projets où elles voient pas forcément la première nécessité, en plus de rajouter une démarche complémentaire, parce que ce que tu as fait c'est assez aussi innovant, le fait de dire il faut avoir une approche commune Tech Debt et Green IT, ce qu'on voit pas dans toutes les entreprises où souvent ça va être deux approches qui seront parfois décorrélées. Donc de pouvoir mettre ça en mouvement. Moi, ce que j'ai aussi retenu, c'est le fait d'avoir une gouvernance plus centralisée, donc de casser ces silos-là. De facto, parce que de toute façon, quand tu vas réduire ton parc applicatif, tu vas avoir des processus qui vont aussi être améliorés, mais donc tu as une capacité de faire communiquer des équipes. Et puis bien sûr, avec toujours l'objectif, c'est de répondre à des enjeux stratégiques du groupe, qui soient des enjeux économiques, de performance commerciale,
mais des enjeux aussi SBTI, surtout Schneider, on l'a pas mentionné, mais vous êtes reconnu, vous avez un prix depuis plusieurs années c'est quoi le prix? Oui, c'était par le Times Magazine des Corporate Knights. On était pendant 2 années consécutives numéro 1. On est toujours un peu dans le top, dans le peloton de tête. Et aussi Sustainability Magazine. Il y a trois organismes qui nous ont décrété comme l'entreprise sustainable, la plus sustainable au monde depuis 2 ans. Et donc, ça veut dire que les objectifs du groupe sont extrêmement forts pour s'aligner dans tout ça. Oui. Et donc, grâce à la démarche que vous avez menée et avec le soutien d'Aguaro, vous arrivez à être aligné avec ces JTFI Group. C'était bien ça? Voilà. Alors, c'est sûr que on considère toujours que l'IT chez Schneider, ça reste encore quelque chose en termes d'empreinte carbone qui est bien sûr marginal comparé au reste des émissions de carbone du groupe. Mais bon, comme tout ça, ça accélère très fort et puis on a de l'AI partout, etc., ça devient un vrai sujet. Et bien sûr, la maturité sur ces sujets-là, vous le savez très bien, on est encore en train d'apprendre sur les standards, sur les méthodes, sur les frameworks. On est vraiment dans une phase d'apprentissage. Mais voilà. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y aller avec ce qu'on a et améliorer dans le temps. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir tout disponible pour pouvoir démarrer ces sujets. Et ce que j'ai pas dit aussi, je pense, qui est important, c'est qu'avec toute l'organisation qu'on a mis en place avec la Tech Debt, on avait un réseau. C'est-à-dire qu'on n'avait pas on a une équipe core et puis derrière on a des relais dans les régions, dans les business, dans les opérations. Et en fait, toute cette équipe-là qui a travaillé sur la Tech Debt et qui ont travaillé pendant des années, maintenant, on utilise le même réseau pour développer la partie ou pour amener de manière efficace la partie empreinte environnementale, enfin la partie carbone pour l'instant, parce qu'on a déjà le réseau. Et c'est les mêmes, comme je disais tout à l'heure, c'est les mêmes personnes qui travaillent sur la réduction de la dette technique qui sont aussi très intéressées à comprendre quel est l'impact de leurs actions sur l'empreinte carbone de Schneider. Et de l'IT d'abord, et après, comment ça se relie aux objectifs de net zéro de Schneider au global. Donc c'est intéressant parce que c'est encore le vertueux et même à ce niveau-là, même au niveau de l'organisation et de l'embarquement, entre Tech Debt et Green IT. Donc je pense qu'on a bien fait le tour de comprendre pourquoi c'est très important d'imbriquer ces deux démarches ensemble et comment en fait elles viennent répondre aux mêmes enjeux, aux mêmes objectifs. Et je vais juste, c'est une petite aparté parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps et tu viens de mentionner quelque chose et je trouve que on a plusieurs personnes qui travaillent dans des grosses industries, là je vois dans le public, et qui justement me rapportent beaucoup que par exemple, ils disent oui, mais moi, mon empreinte IT, c'est 0,5% du groupe ou c'est 1% de l'empreinte globale du groupe. Et donc, moi, j'ai envie de m'investir, mais en fait, on me dit que c'est pas une priorité, j'ai pas les budgets. Et tu viens de mentionner ça et que effectivement, l'empreinte de Schneider, l'empreinte carbone, si je parle de ça, elle est sur d'autres domaines parce que notamment, vous produisez des équipements, enfin du matériel. Et donc, qu'est-ce qui a fait que malgré tout, vous avez pu vous embarquer à l'échelle IT, qui a vraiment eu un sponsorship, parce que tu dis, c'est top to bottom dans votre démarche. Alors que c'est pas le plus gros de l'empreinte à date. Alors, comme je disais tout à l'heure, Schneider, c'est la technologie dans l'énergie, quoi. La technologie dans la gestion de l'énergie. Donc, on a vraiment de plus en plus, on a du digital partout, on a de l'AI partout. On vend aussi beaucoup de digital services au travers des offres par exemple, de maintenance prédictive, etc. Donc, évidemment, les clients, les investisseurs et même les employés de Schneider sont très intéressés pour comprendre quelle est l'empreinte carbone ou l'empreinte environnementale de ces digital services qu'on vend partout. Et bien sûr, le produit physique reste encore, même s'il est connecté, il y a des offres digitales dessus, reste encore le principal, on va dire, générateur d'émissions, entre guillemets, au global. Mais en fait, on voit bien qu'on est dans une démarche vraiment nous, on en parle de software-driven architecture, etc. Donc, tout est drivé de plus en plus par les softs, par l'IA, etc. Et ça prend du temps quelque part de se mettre dans cette optique-là de mesure d'empreinte carbone, de méthode, de maturité, les données, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les challenges. Si on les anticipe pas un petit peu, le jour où on est soit rattrapé par des régulations, soit rattrapé par le marché, par des mouvements du marché qui font qu'on n'est plus compétitif, ou on n'arrive pas à satisfaire nos clients par rapport à leurs besoins de compréhension de comment on participe à leur scope 3, comme on dit, en termes d'empreinte carbone, etc. C'est trop tard. Donc voilà. Donc il y a un peu d'anticipation là-dessus. C'est très mature sur les produits physiques chez Schneider depuis très longtemps. Mais sur la partie digitale, on mature aussi avec les standards, avec les frameworks, avec le c'est pas encore quelque chose qui est quand on voit la digital supply chain, comprendre, parce qu'on a parlé des données, mais on n'a pas parlé de l'allocation des données, parce que
quand on a une chaîne depuis l'end-user device jusqu'au serveur dans le data center, on traverse tous ces devices qu'on traverse pour arriver là. Comment on alloue à la fois la partie en embodied carbon, c'est la partie qui vient avec la fabrication, et comment on alloue l'usage, sachant que chaque device est mutualisé sur un très grand nombre de services. Donc la partie allocation est aussi un challenge. Donc voilà, on apprend sur ces sujets-là, mais on n'est pas... La partie allocation qu'on est capable de voir grâce à ServiceNow et à Guaro d'ailleurs, sur la répartition de quel applicatif utilise quoi dans l'outil. Oui, pour peu qu'on ait déjà les données avec les données voilà, qui ont... Mais effectivement, on l'a pas mentionné. Ouais. Donc si je résume là ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en tout cas, il faut, face à l'argument, oui, mais ça représente une petite partie de mon empreinte globale, de dire ok, mais on est en train de tout digitaliser avec des enjeux. Si on le prévoit pas maintenant, l'impact que ça va devenir, il faut pas attendre que ça soit un tiers de l'empreinte du groupe. Et c'est maintenant qu'il faut garder sous contrôle cette empreinte pour pas justement que ça impacte trop le business. Et moi aussi, les discussions, c'est de se mettre en risque, parce qu'il y a une vraie notion de risque, notamment, je pense que sur l'IA, on a bien ces notions-là d'accès à la ressource, la consommation énergétique, les ressources en eau, etc. Et de se dire, plus on va numériser, plus on va aussi se mettre en risque une exposition, un accès à des ressources pour convaincre en fait le top management que c'est dans leur intérêt de prévoir en fait l'augmentation de cette empreinte avant qu'elle soit de long. C'est vrai que la résilience fait partie du sujet, parce que il y a de plus en plus de stress sur l'accès à l'énergie, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc si on a des systèmes qui sont conçus effectivement pour être plus résilients, c'est-à-dire être plus capables sont plus simples, sont plus optimisés, etc. Donc moins de dépendance énergétique, ça va jouer un rôle très important aussi sur les aspects résilience. Donc c'est un risque à moyen terme qu'il faut aussi anticiper. Au-delà des risques cyber, des risques de data privacy, des risques de business agility qu'on a mis ici, des risques de pas être capable de scaler les innovations, etc. En fait, et au-delà de ces aspects-là, il y a vraiment les aspects liés à la résilience, en fait. Merci beaucoup Hervé, on arrive à la fin de notre temps alloué. Si vous voulez comprendre plus comment lancer cette démarche en interne d'associer la dette technique, la gestion de la dette technique et votre démarche de Green IT, vous pouvez contacter Hervé. Vous avez un petit QR code à scanner que vous emmenez sur son LinkedIn si vous avez besoin. Il a beaucoup de travail, hein, donc ne noyez pas de message, mais il sera ravi avec grand plaisir de témoigner. Et vous pouvez aussi bien sûr venir nous voir. On a un stand juste à l'entrée pendant 2 jours, et on sera ravis aussi d'échanger avec vous. On a aussi plein de super rex de nos clients sur notre site internet aguaro.io si vous voulez aussi comprendre comment on aide d'autres clients dans d'autres industries à agir. Encore une fois, un énorme merci Hervé. On est très très heureux d'accompagner Schneider sur ces sujets qui sont passionnants. Avec grand plaisir, et merci à tous pour votre attention. Merci.